Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire. Philippe Carmona, chargé d'études et de développement, délégation régionale AGFIP PACA Corse, et je suis en charge du développement de l'alternance. Moi, du coup, c'est Thomas Scherfling. Je suis l'alternant au AMU, au CNRS, actuellement du coup en deuxième année de master. Donc, c'est ma deuxième année d'alternance, du coup, sur le compte aussi du handicap. Ok, super. Hop. Et donc moi, Anna Revers, référente handicap, diversité, égalité chez Formasup Méditerranée. Ok, donc Vincent Cario, lui, est correspondant handicap des personnels de l'Université d'Aix-Marseille. Il interviendra notamment pour présenter les aides au niveau de l'AMU et puis pour aussi enrichir l'échange avec Thomas, vu qu'il est à l'Université d'Aix-Marseille. Allez, c'est parti. Hop. Donc juste un rapide rappel, donc Formation Méditerranée, c'est quoi? C'est un CFA qui est hors les murs, donc qui gère de manière administrative les contrats d'alternance des universités et 4 écoles en région sud. On a une entreprise à mission, donc parmi lesquelles nous vraiment on a, enfin en tout cas les missions qui me concernent, c'est vraiment accompagner les personnes en situation de handicap, notamment les alternants et les alternantes, sensibiliser les formateurs et les formatrices, les maîtres d'apprentissage, les apprentis, à la question de l'égalité femmes-hommes au travail, et aussi de prévenir tout ce qui est harcèlement sexuel au travail et harcèlement moral, d'encourager la mixité des métiers, et bien sûr de favoriser la diversité. Et ça passe aussi par des sensibilisations que l'on fait un peu tout au long de l'année, dans les écoles, à l'université, et aussi en webinaire, ce que là on fait aujourd'hui. Ah, je vois que Vincent s'est connecté. Vincent, est-ce que tu m'entends? Oui, Est-ce que tu peux te présenter juste rapidement? oui, donc Vincent Cario, donc correspondant handicap pour les personnels d'Aix-Marseille Université. Bon, voilà, très bien. Donc, je continue. Donc, moi, mon rôle, donc, comme je disais, je suis référente handicap, diversité, égalité professionnelle au sein du CFA de Formasup Méditerranée. Donc, j'aime bien dire que j'ai plutôt un rôle de personne ressource, c'est-à-dire que moi, je vais vraiment orienter les alternants et les alternantes qui ont des besoins. Donc, moi, j'ai un accompagnement double, donc c'est le handicap au travail et les discriminations. Sur la partie handicap, j'ai un rôle de recueillir les besoins, des aménagements en entreprise ou dans une structure publique. L'idée, c'est de faire ensuite un suivi tout au long de l'année pour savoir si les aménagements sont adaptés. Et bien sûr, je réponds aux questions des alternants et des alternantes, mais aussi de l'employeur si besoin. Et je les oriente sur les bonnes plateformes et les bons interlocuteurs comme voilà, la GFIP, le FIP, etc. Et j'ai une partie aussi de prévention et d'accompagnement sur les questions des discriminations au travail, parce que voilà, l'alternance, c'est aussi le monde professionnel. Et le monde professionnel n'est pas toujours tout rose, comme on le sait. Donc parfois, il y a des cas il y a des signalements. Et donc moi, je suis là aussi pour vraiment avant tout écouter et gérer avec la personne, voir voilà, quelle est la meilleure issue possible, essayer autant que faire se peut d'éviter la rupture de contrat, mais quand il y a besoin de faire une rupture, on fait la rupture et voilà. Mais voilà, je suis là aussi pour faire de la médiation et évaluer ensemble quelles sont les meilleures solutions avant tout pour l'alternant et alternante. Donc j'ai 3 adresses qui sont importantes à noter. Donc c'est toutes les questions de handicap, c'est handicap@formasup-med.com. Tout ce qui est en lien avec les discriminations, c'est discrimination@formasup-med.com. Et autres, plus génériques, c'est tout simplement anna.revers@formasup-med.com. Hop, donc je vais laisser maintenant la parole à Philippe qui va nous parler un petit peu de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroule depuis hier et qui se termine dimanche. Merci Anna. Avant tout, alors je tiens à remercier sincèrement Formasup et Anna en particulier pour votre engagement sur le handicap tout au long de l'année. Vous êtes un partenaire régional incontournable. Donc, merci pour l'organisation, notamment de ce webinaire, qui effectivement s'inscrit dans la 29e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui est portée par l'ADAPT, par le FIP et par l'AGFIP.
Alors, cette année, le mot d'ordre, c'est l'égalité pour toutes et tous. Et de très nombreux événements sont organisés, comme chaque année, hein, rassemblant les personnes en situation de handicap, le milieu associatif, les acteurs de l'emploi au sens large, les entreprises, évidemment, et les institutionnels, et des acteurs aussi de la formation, comme Aix-Marseille Université, qui est avec nous aujourd'hui. Chaque année, le point d'orgue de la SEPH, c'est le duodé qui se déroule le jeudi et qui permet aux employeurs potentiels d'accueillir des personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi, et pour leur permettre de découvrir des métiers, découvrir des collectifs de travail, découvrir des collectifs et des employeurs, et pourquoi pas envisager un recrutement. Voilà, donc la finalité de ces événements, c'est bien évidemment de passer de l'obligation à la conviction et de faire du handicap un levier de transformation positif dans les organisations. Donc, encore une fois, merci pour votre participation aujourd'hui. On Anna, n'entend ton plus, je micro Non, on est ne crois. t'entend coupé. pas. Pardon, excusez-moi. Donc, je disais, pardon, donc, merci beaucoup Philippe d'avoir présenté la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Là, l'idée aujourd'hui, c'est de juste quelques minutes de vous dynamiser un petit peu avec un quiz sur le handicap pour avoir un petit peu une idée de vos notions là-dessus. Donc, selon vous, les handicaps sont-ils acquis majoritairement à la naissance? Suite à des accidents du travail ou à cause du vieillissement. Là, vous pouvez répondre avec des emojis. Donc, à naissance avec un cœur, à la suite d'accident du travail avec un pouce et à cause du vieillissement avec les mains qui applaudissent. Est-ce que, est-ce que vous arrivez à répondre? Parce que je sais pas si je vois les... Ah, voilà, super. OK. Donc, hop. Donc, c'est à cause du vieillissement. Il faut savoir qu'il y a juste 15% des handicaps qui sont acquis à la naissance ou pendant l'enfance. Donc, souvent, on a l'idée reçue que le handicap est à la naissance, mais pas du tout. Donc, c'est bien de l'avoir en tête. Et il faut savoir aussi que ouais, c'est vraiment les accidents du travail et les maladies professionnelles qui sont à l'origine de 17% des déficiences. Quelle est la part des handicaps invisibles? 23%, 80%, 62%. Alors, donc c'est 80% des handicaps qui sont invisibles et indécelables à la première vue. Donc c'est énorme. Parce que souvent, pareil, on a l'image de la personne en situation de handicap qui est dans un fauteuil roulant où on a l'image un peu moteur visible, mais en fait, pas du tout. Et dernière petite question, parmi les personnes suivantes, lesquelles peuvent bénéficier du statut de travailleur handicapé? Pour bénéficier des aides à destination de l'employeur et de son alternant en situation de handicap, celui-ci doit détenir, donc on a une pension d'invalidité, une RQTH, juste une RQTH, ou un des titres donnant le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ou la carte mobilité inclusion, sachant qu'il y a plusieurs réponses. Bon, du coup, on ne peut pas mettre toutes les emojis, mais la réponse, c'est une pension d'invalidité réduisant au moins de 2 tiers la capacité de travail, un des titres donnant le statut de BOETH et la carte mobilité inclusion 6 mentions invalidité. Je ne sais pas si Philippe, tu veux rajouter quelque chose. Oui, peut-être cette question, alors qui est un peu une question piège, hein, c'était pour vous Ouais, sensibiliser sur le fait qu'on connaît essentiellement la RQTH, mais il n'y a pas que la RQTH. Donc, dans l'ensemble des bénéficiaires, on parle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc les BOETH, qui regroupent en fait la pension d'invalidité, par exemple, alors si elle réduit au moins de 2 tiers la capacité de travail, la RQTH, la carte mobilité inclusion, si et uniquement s'il y a la mention invalidité. Voilà, donc il y a une grande diversité de titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il n'y a pas que la RQTH. Et donc, voilà, faut pas hésiter. Il y a l'AH, enfin, donc il ne faut pas hésiter vraiment à creuser un peu le sujet et pas focaliser uniquement sur la RQTH. ouais.
Merci Philippe. Du coup, je vais te donner hop, la parole encore donc sur petit récap. Est-ce que Voilà, tu... donc Ouais. là, vous voyez quelques chiffres qui reprennent des éléments du quiz, hein. Donc, effectivement, 85% des handicaps surviennent à l'âge adulte, donc c'est très minoritaire à la naissance. Et l'apparition, la survenance du handicap est liée, alors on parle de vieillissement, mais c'est à l'apparition de maladies également qui sont non professionnelles. Seulement 3% des personnes en situation de handicap se déplacent en fauteuil roulant. Donc, malgré le logo qui montre le handicap avec un personnage en fauteuil, ce n'est pas du tout la majorité des cas. Donc, en parallèle, 80% des handicaps sont invisibles. Donc, encore une fois, ne pas se fier aux apparences. Nous serons plus de 50% des personnes en activité à être confronté à un problème de handicap lié à un problème de santé, qu'il soit temporaire ou durable. Et enfin, autre idée reçue, seulement 15% des personnes qui accèdent à l'emploi nécessitent un aménagement de poste. Voilà, donc souvent on entend des employeurs qui disent oui, mais ça va être compliqué parce qu'il va falloir aménager le poste, aménager l'organisation du travail. Donc ce n'est pas du tout majoritaire. Et enfin, importance de l'alternance, c'est que 80% des personnes en situation de handicap ont un niveau infra-bac, donc ce qui est beaucoup plus important que dans l'ensemble de la population. Et donc l'alternance est un excellent levier justement pour lier montée en compétences, formation, obtention de diplôme et évidemment inclusion professionnelle. Merci Philippe. Je confirme aussi que moi, à mon échelle, chez Formasup, quand j'ai au téléphone les alternants et les alternantes qui sont en situation de handicap, très peu, en fait, finalement, ont besoin d'aménagement. Donc, c'est un fait. Ok, donc maintenant, on va parler de l'AGFIP, donc qui est un organisme qui, justement, favorise les aides pour les alternants et les alternantes. Donc, je laisse, donc côté privé, donc je laisse Philippe en parler. Voilà, donc effectivement, la GFIP accompagne les entreprises privées. La GFIP a été créée par la loi de 1987, la première loi handicap qui a instauré une obligation d'emploi pour les entreprises privées de 20 salariés et plus, donc obligation de recruter au moins 6% de leur effectif en personnes reconnues travailleurs handicapés. Voilà, donc la GFIP, sa mission, son cœur de mission, c'est bien évidemment de compenser le handicap, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un projet de formation, un projet de recrutement, on va accompagner la personne et son employeur pour s'assurer de l'adéquation entre la capacité à tenir le poste et l'environnement de travail. Et donc, on va apporter des solutions de compensation en termes d'aménagement, donc technique, mais ce sont aussi des aménagements d'ordre organisationnel. C'est souvent le cas avec des personnes qui ont besoin de temps de poste, de plus de temps pour apprendre les consignes, par exemple. Voilà, donc on va parler de compensation liée à une situation individuelle dans un environnement de travail. Ensuite, notre mission, c'est également d'apporter des conseils, des expertises aussi bien aux entreprises qu'aux organismes de formation et au CFA, donc les faire monter en compétences sur la question du handicap pour pouvoir inclure dans leur process toute typologie de personnes. On parle d'élargissement de la gamme de la normalité, c'est-à-dire ne pas exclure qui que ce soit et élargir son accessibilité pour permettre à chacun de se sentir dans la norme de travail et dans la norme de la formation. Voilà. On a également un observatoire de l'innovation et de la recherche qui permet de faire avancer par l'innovation justement les solutions qu'on peut proposer aux entreprises pour élargir les postes accessibles à tout type de personnes en situation de handicap.
Et enfin, notre rôle, c'est également d'être animateur de l'écosystème du handicap. Donc, on va travailler avec les institutionnels, avec le réseau pour l'emploi, France Travail, Cap Emploi, les missions locales. On va travailler avec toutes sortes d'acteurs liés à l'emploi, à la formation, à l'orientation professionnelle. Encore une fois, pour les mettre en réseau déjà et faire appel à différentes ressources et également pour les faire monter en compétences, encore une fois, sur la question du handicap. Quelques aides Ouais. rapides, pardon Anna, je t'ai Non, non, coupé. vas-y, c'est bon. Quelques aides rapidement sur l'alternance. Donc, à destination des employeurs, la GFIP propose des aides financières dès lors que vous signez un contrat en alternance, apprentissage ou professionnalisation. En fonction de la durée du contrat du travail, on peut verser à l'employeur une aide qui peut aller jusqu'à 3 000 €. On va évidemment vous accompagner alors via l'intervention, par exemple, de Cap Emploi, pour adapter la situation de travail, même si je vous le rappelle, hein, comme l'a dit Anna également, ce n'est nécessaire que dans 15% des situations. Et enfin, on peut vous apporter ce qu'on appelle des appuis spécifiques, c'est-à-dire qu'un prestataire spécialisé sur la typologie de handicap de la personne va pouvoir intervenir en entreprise, mais également au sein du CFA, pour apporter un diagnostic sur les besoins de la personne, mais également sensibiliser le collectif de travail sur l'accueil d'une personne en situation de handicap, dès lors que la personne en est d'accord, évidemment, et va également proposer des solutions techniques, humaines ou organisationnelles de compensation du handicap. Voilà, donc là, ça couvre tout type de handicap, encore une fois, physique, moteur, mais également auditif, psychique, mental, troubles cognitifs, donc notamment les troubles 10, hein, qui sont particulièrement prégnants dans le public jeune au sein des CFA. Pour les personnes, nous avons également des aides financières, des coups de pouce financiers en fait, hein, pour démarrer un nouveau contrat et financer des aides qui sont ce qu'on appelle hors compensation du handicap. Ça peut être pour s'acheter des vêtements pour commencer son nouveau poste, pour commencer son nouveau travail, financer ses trajets, financer ses repas, en attendant de percevoir son premier salaire. Et enfin, évidemment, des aides individuelles à la compensation. Je vous en ai parlé. Donc là, c'est une approche individuelle de l'adéquation handicap poste de travail, avec des aides techniques, des aides humaines, encore une fois, des prothèses auditives, par exemple, et des aides au déplacement, si les déplacements sont rendus difficiles, compliqués, en raison du handicap. Pareil en direction des organismes de formation et des CFA, puisqu'il faut également sécuriser le volet formation avec l'adaptation de la situation de formation, la ressource handicap formation, qui est un service qui va permettre à l'organisme de formation de monter en compétence, encore une fois, et de se mettre autour d'une table avec l'employeur, avec des acteurs spécialisés sur le handicap, pour adapter les modalités pédagogiques de l'équipe pédagogique, de la formation. Voilà, encore une fois, des prestataires spécialisés qui peuvent intervenir pour conseiller, sensibiliser, faire monter en compétences, et un service de professionnalisation pour développer ce qu'on appelle l'accessibilité générale, et donc tendre vers une accessibilité universelle, c'est-à-dire faire que l'organisme de formation, le CFA, soit en capacité d'intégrer tout type de personnes, quelle que soit sa situation de handicap, et en même temps d'en faire bénéficier l'ensemble des apprenants qui ne sont pas eux-mêmes en situation de handicap, et faire monter encore une fois en compétence l'équipe pédagogique. Très bien. Vous avez des liens, alors juste, vous avez des liens voilà, sur la droite vers notre plateforme de professionnalisation qui est gratuite, accessible à tous et qui vous permet de vous former à votre rythme sur de très nombreuses thématiques en lien avec le handicap, que ce soit en entreprise ou en formation. Et vous avez notamment ce module de formation sur l'offre de services de la GFIP et un lien vers notre catalogue des aides. Vous avez tout le détail, mais Anna est évidemment à votre disposition et la GFIP aussi pour vous renseigner sur les aides mobilisables et comment les mobiliser.
Merci beaucoup, Philippe. Donc maintenant, on va passer côté Université d'Aix-Marseille et on parlera justement du FIP avec Vincent. Donc Vincent, à toi la parole. Bonjour, donc moi je suis Vincent Cario, donc correspondant handicap pour les personnels d'Aix-Marseille. Donc c'est vrai que Aix-Marseille, on pense offre de formation à l'université, mais on est aussi employeur. Et donc voilà, on a plus de 8000 agents sur le territoire d'Aix-Marseille. Et donc l'université, donc c'est effectivement 80 000 étudiants, avec 10 000 étudiants internationaux. On a toutes Oui, les, bien. les composantes, hormis effectivement la On mange, théologie. tu as dit? Ah, Oui. attention, il y a quelqu'un qui Oui, a mangeons. son micro allumé. Donc, ouais, donc on a effectivement tous les secteurs disciplinaires, puisqu'effectivement, on a quand même 17 facultés, écoles et instituts. On a 16 instituts d'établissement, pardon. Hop, je peux juste revenir en arrière, pardon. Hop, ouais. Et effectivement, voilà, on est quand même bien implanté aussi au niveau de la recherche, ce que présentera aussi Thomas dans quelques minutes. On a 122 structures de recherche, donc on travaille avec le panel des instituts de recherche. On a des partenariats avec le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, enfin, voilà, toutes les instituts de recherche sont regroupés. Et on a aussi, enfin, on a une fondation, effectivement, qui s'appelle Amidex, qui une, un label d'excellence qui permet effectivement de mobiliser des partenariats au niveau de la recherche. Et dans le cadre de ce partenariat, on a un programme pour justement faciliter l'insertion des personnels en situation de handicap dans le monde de la recherche et de l'enseignement. Voilà. Donc, toutes les formations à Aix-Marseille Université, progressivement, elles commencent à se structurer en apprentissage. Donc, on a un développement de l'apprentissage également au niveau des formations. Donc, juste pour vous indiquer qu'effectivement, Aix-Marseille Université, c'est pas seulement le site d'Aix et de Marseille, puisqu'effectivement, on a des campus un peu partout. On a aussi des campus à Arles, à Aubagne. On a aussi des campus, donc on gère les campus de Digne-les-Bains, de Gap. Voilà, donc effectivement, Aix-Marseille Université, c'est un vaste ensemble, donc avec 5 grands campus, mais qui effectivement déborde sur 14 départements, puisqu'effectivement, on a aussi les IFI sur Avignon. Donc voilà, donc effectivement, un acteur important de la formation et qui se développe également en apprentissage avec l'aide de formation Méditerranée. Alors, donc nous, pour les aides, donc, on dépend donc du deuxième fonds. Effectivement, on a eu la présentation du FIP, de la GFIP par Philippe. Donc, nous, secteur public, et donc, on a la possibilité de faire appel aux aides du FIP avec des aides qui sont similaires, mais avec de petites différences au niveau de l'apprentissage. Juste un rappel, effectivement, pour l'apprentissage, vous lui rappelez qu'il n'y a pas de limite d'âge même pour un apprenti en situation de handicap. Donc voilà, nous, on a eu des apprentis en reconversion professionnelle qui avaient plus de 58 ans. Et donc, il y a la possibilité aussi de déroger à la règle et de s'inscrire dans un parcours en apprentissage. Il y a la possibilité aussi, effectivement, d'étendre le contrat d'apprentissage pour, effectivement, s'il y avait une problématique de handicap qui justifiait donc un besoin de temps complémentaire pour faire l'apprentissage. Nous, dans la fonction publique, on a encore la possibilité, sur une année, de pérenniser les contrats d'apprentissage. Vous savez que donc, dans la fonction publique, le cadre réglementaire, c'est effectivement les concours, que pour les personnes en situation de handicap, cette notion de concours peut être difficile. Et donc, dans la loi de transformation de la fonction publique, on a eu une expérimentation pendant 5 ans, de 2019 jusqu'en 2026, puisque pendant la période du Covid, il y a eu une prolongation d'une année qui permet effectivement de titulariser directement les apprentis à l'issue du contrat d'apprentissage, ce qui nous a permis de pérenniser en interne pendant les 5 années 4 apprentis, un par an, directement, sans passer de concours. Et l'autre bénéfice de cette loi de transformation de la fonction publique, c'était que donc les années d'apprentissage comptaient comme année de titularisation, puisque vous savez que dans la fonction publique, il y a toujours une année
de stage obligatoire. Et donc, la personne est recrutée donc, sur un concours. Pendant une année, donc, elle doit faire ses preuves et donc passer par une période de stage. Et donc, pour les apprentis, donc, on a enlevé la période de stage, puisque le législateur avait considéré que la période d'apprentissage correspondait à l'année de stage. Et effectivement, dans le cas du FIP, on travaille avec tous les organismes de formation, avec effectivement un partenariat renforcé avec Formation Méditerranée. Et donc, effectivement, dans le cadre de nos accompagnements, il nous arrive aussi d'intervenir en centre de formation si besoin. La slide suivante. Hop. Alors oui, juste pour les aides du FIP, effectivement, donc il y a effectivement la formation à la fonction de maître d'apprentissage. C'est vrai que c'est important aussi de former les maîtres d'apprentissage donc, à l'intégration de personnes en situation de handicap. Donc, on forme on a des sessions de recrutement de maîtres d'apprentissage public apprentis en situation de handicap que l'on fait une fois par an chez nous, voilà, qui permet effectivement d'avoir une spécificité liée aussi au handicap. Dans le cas du FIP, voilà, il y a une prise en charge des coûts de formation, puisque la fonction publique, on n'a pas d'OPCO. Et donc, effectivement, les coûts de formation sont intégralement pris en charge par les structures. Et donc, le FIP nous aide effectivement à payer les coûts de formation. Et puis, donc, on a une prise en charge aussi salariale du coût de l'apprenti dans la fonction publique, qui est effectivement un élément facilitateur pour recruter des apprentis. Dans la fonction publique, ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion d'apprentissage, même si effectivement ça se développe au niveau de la formation, elle est relativement récente. Hein, jusqu'en 2020, il n'y avait pas d'apprentis recrutés enfin, il n'y avait pas d'apprentis du tout à Aix-Marseille Université. Donc voilà, c'est vraiment une incitation qui est relativement récente dans la fonction publique, avec une prise de conscience, comme l'évoquait Philippe, que ben, voilà, l'apprentissage, c'est aussi fournir une qualification, fournir de l'expérience, et puis c'est aussi répondre à nos obligations d'emploi sur le long terme. Donc, moi aussi, je suis convaincu que l'apprentissage, c'est dans la fonction publique un levier extraordinaire pour pérenniser, pour travailler justement sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On repère effectivement un départ à la retraite, on monte en compétence une personne, et puis effectivement, ça permet d'assurer la transition jusqu'au départ de la personne et de recruter une compétence nouvelle. Voilà. Donc, l'apprentissage, ça se développe, et effectivement, on a la chance d'avoir une prise en charge au niveau du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Et puis après, effectivement, toutes les aides classiques qui ont déjà été évoquées par Philippe. Voilà, on a des aides aux aménagements des postes de travail, des aides effectivement pour tout ce qui est déplacement, adaptation de véhicules. On a des aides aussi qui sont liées au surcoût des actions de formation, s'il y a besoin effectivement de matériel spécifique ou d'actions spécifiques dans le cadre de la formation, des aides humaines, des interprètes, des interfaces de communication. Voilà, donc ça se rapproche effectivement du catalogue de la GFIP, voilà, et on a un panel de prise en charge assez large finalement qui nous permettent effectivement, quand on a les bons acteurs, de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des apprentis en situation de handicap. Alors simplement, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, nous on a un parcours effectivement pour nous dans le cadre de nos recrutements, voilà, on recrute quand même 50% de nos personnels sont des enseignants et chercheurs, et donc du coup on a tout un parcours pour préparer les étudiants vers une carrière académique. Donc on a en interne donc sur l'ensemble de nos campus donc une direction de la vie étudiante aussi qui en parallèle de Formasup accompagne aussi les étudiants dans le cadre de leurs études, voilà. Et donc voilà, on repère des personnes, on peut leur proposer des stages. Et puis effectivement, c'est ce qu'on va voir avec Thomas. Donc voilà, on a la possibilité de faire des Master 2 en apprentissage qui peuvent effectivement aussi susciter un projet de poursuite d'études, notamment sur la dernière partie de la formation qui est le doctorat. Voilà, et donc effectivement, on a des contrats doctoraux handicap qui sont ouverts chaque année avec un accompagnement un peu comme on l'a vu avec les aides du FIP, voilà, qui permettent de mettre ça en place. Et un dernier élément donc, pour l'insertion, qui est effectivement le contrat postdoc, qui permet d'affiner son contrat, ses connaissances dans le domaine de la recherche, puisque le contrat doctoral, finalement, ça reste une qualification. Il manque pour beaucoup de l'expérience professionnelle dans l'enseignement et de la recherche. Et donc,
Du coup, depuis maintenant 2 ans, on propose des contrats postdoc handicap, donc tagués handicap, qui vont permettre effectivement de préparer l'insertion. Chez nous, dans la fonction publique, les, le recrutement et la pérennisation, bah, c'est sur un temps long. Il faut quasiment 2 ans pour passer toutes les étapes de validation des postes, etc. Et donc, avec tous ces éléments, ça nous permet effectivement de pérenniser les postes et d'ouvrir des postes sur des voies réservées, puisque dans la fonction publique, on a la possibilité de réserver des postes handicap. Eh ben, super, merci beaucoup Vincent pour toutes ces informations. De toute façon, vous aurez l'occasion de poser des questions après. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger avec Thomas et ensuite, l'idée, c'est que Philippe et Vincent puissent enrichir aussi les propos de Thomas. Donc, Thomas, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, T'es oui, prêt? oui, c'est bon. Ok, super. Donc là, on a 20 minutes pour échanger un petit peu par rapport à ton parcours et par rapport à ton alternance. Donc, je vais juste te redemander de te présenter, enfin, présenter ton parcours un petit peu avant d'arriver en alternance. Tu nous parlais de reconversion. Voilà, je te laisse en parler librement. Ouais, je pense que je vais présenter mon parcours d'où je viens, ce qui m'est arrivé, parce que moi c'est accidentel, c'est accident de travail et c'est pas de la vieillesse ou à la naissance. Et après comment du coup j'ai rebondi et comment j'en suis arrivé là, être en Ouais. alternance. Et après je vous parlerai plus du handicap, je pense, ce que j'ai, parce que j'ai pas du tout de mal à en parler, je le dis clairement et comme ça vous fait peut-être une représentation de ce que peut être le handicap et comment ça peut se gérer aussi. Donc moi, tout d'abord, donc moi j'avais déjà fait donc à la suite de mon bac un DUT puis une licence. Et à la suite de ma licence, du coup je l'ai gardé de côté. Je suis rentré chez les marins-pompiers de Marseille. Donc c'est militaire, les pompiers de Marseille. Donc je me suis engagé dans l'armée, dans la marine nationale, pour un contrat de base de 4 ans. Voilà, donc ça se passait très bien. Moi, j'étais très bien intégré. C'était mon métier passion, mon métier de rêve, on va dire, comme beaucoup de pompiers d'ailleurs. Par contre, sur une sortie cohésion, du coup, un hiver, en fait, j'ai fait une chute. Du coup, en snowboard, c'est une sortie cohésion au ski qui se fait tous les étés avec les pompiers. Et j'ai fait une chute, du coup, en snowboard où je me suis cassé le dos. Je me suis cassé une vertèbre au milieu du dos, la L1. Donc ça m'a causé une paraplégie. La paraplégie, c'est un déficit, c'est une atteinte de la moelle épinière et qui crée un déficit sur tout ce qu'il y a, pour moi en tout cas, tout ce qu'il y a en dessous du nombril. Donc, c'est-à-dire les jambes, que ce soit sensitif, moteur, sur les fonctions vitales. Et je vais y revenir tout à l'heure sur ce que ça engendre. Donc suite à ça, j'avais des déficits au niveau des jambes. Au début en fauteuil roulant, maintenant je remarche un petit peu, mais je peux pas du tout courir, c'est pas possible. Il y a plein de choses enfin, je sens pas forcément toutes mes jambes. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Donc le métier de pompier pour moi, ça s'est arrêté là. J'ai été mis en congé longue maladie. Une situation un peu particulière là-dessus, mais justement j'ai été aidé pour pouvoir reprendre mes études. Moi, je savais très bien que j'avais les capacités de reprendre des études et que j'avais aussi l'envie. Et je voulais pas que ça arrête ma vie, donc je voulais continuer. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers le master ingénierie de sécurité incendie, qui est à Aix-Marseille Université, et qui se fait totalement en alternance. Voilà, donc c'était pour moi une bonne solution parce que moi j'avais déjà travaillé. Donc, je voulais pas retourner dans une formation initiale avec seulement des cours et des enseignements. Voilà, je voulais avoir une situation aussi professionnelle. Donc, je suis parti sur ce format-là. Et du coup, j'ai été accompagné pour trouver, avec les enseignants, pour trouver une alternance, qui a été un peu compliqué parce que ça faisait seulement 6 mois que j'avais eu mon accident, que je voulais trouver une alternance. Donc, ça veut dire que je continuais ma rééducation à côté. Continue une rééducation quand on a subi ça. Normalement, on continue la rééducation 1 an et demi, 2 ans après un truc comme ça. Donc moi, je voulais le faire en parallèle. Donc ça, c'était quelque chose à gérer en plus. Donc il n'y a pas forcément toutes les entreprises qui m'ont répondu positif à cause de ça, parce que je voulais, par exemple,
J'avais aussi l'objectif de continuer ma rééduc tous les soirs, en fin de journée, des choses comme ça. Donc, c'était un peu compliqué. Et c'est présenté, du coup, le Yannick Pizot, voilà, je nomme mon tuteur d'alternance maintenant, avec qui j'ai pu parler. J'ai pu voir les labos, du coup, du CNRS, du coup, qui se trouve à Aix-Marseille Université. Et il était complètement intéressé par mon profil. Il était complètement OK avec le handicap. Ça lui faisait pas peur non plus, parce qu'il y en a, ça leur fait peur malheureusement. Et, euh, et du coup, ben, on a pu créer un contrat avec le handicap. On a pu créer un contrat avec les RQTH, du coup, d'alternants. Voilà. Donc, on était aussi accompagné par Vincent, justement, sur ce contrat-là. Parce que, en plus, au début, ça crée des problèmes quand on est nouvellement handicapé. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de temps d'attente pour obtenir une RQTH. Il y a beaucoup de temps d'attente pour obtenir des dossiers. Ça complique aussi la tâche quand on veut reprendre une reconversion. Voilà. Hmm. Ok. Donc ça, c'est un peu mon parcours. Maintenant, c'est la deuxième année que je suis en alternance du coup à Aix-Marseille Université en travaillant pour le CNRS, donc sur le site de Château-Gombert en nord de Marseille. Au niveau de mon handicap, donc là, enfin, je vais vous expliquer un peu du coup où j'en suis. Moi, à la base, du coup, j'ai dit que j'avais cassé une vertèbre, donc qui était un peu en mille morceaux, qui a comprimé ma moelle épinière. Donc la moelle épinière, toutes les informations nerveuses passent par là. Donc quand on supprime cette moelle épinière, tout ce qui est en dessous de ce niveau de colonne, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc moi c'était en L1, donc au milieu du dos on va dire, et ça a comprimé la moelle épinière, que comprimé, pas sectionné. Quand c'est sectionné, plus rien ne fonctionne. Moi, c'était comprimé. Donc, quand j'ai eu une opération, ça a un peu décomprimé. Donc, j'ai pu retrouver petit à petit des fonctions de mes jambes. Donc, il y a des choses qui ont refonctionné et des choses qui ne fonctionnent toujours pas. Donc, ça a mis du temps. Maintenant, je peux remarcher. Je remarche, mais j'ai, par exemple, je ne sens au niveau sensitif, je ne sens pas mes pieds, je ne sens pas mes mollets, toute la partie arrière des jambes, les fesses, les parties aussi génitales. Voilà. Moi, je vais dire des mots très crus hein, sur le handicap et je vais dire totalement tout ce qui, tout ce qu'il en est en fait. Comme ça, vous aurez peut-être une impression du handicap et un peu différente aussi, qui peut faire peur, mais finalement qui est pas mal gérée. Il faut savoir que les personnes en situation de handicap, on n'aime pas trop dire leur handicap non plus et surtout se gèrent beaucoup elles-mêmes. Et quand on a l'impression de savoir leur handicap, et ben en fait, il y a beaucoup de choses derrière qu'on ne sait pas. Donc moi, il y a un problème de sensitif, mais ça pose pas beaucoup de soucis au niveau travail. Problème mobilité, donc ça c'est un peu plus contraignant. Donc mobilité, c'est-à-dire moi la station debout longue, là ça va mieux, mais c'est assez compliqué, surtout avec des pertes d'équilibre, puisque j'ai pas les mollets, donc ma stabilité debout, c'est comme si vous teniez tout le temps sur les talons. On va dire, plus avec des faiblesses au niveau des hanches, des genoux des fois qui se bloquent, donc ça peut me faire tomber. Moi, ça fait un an là que je travaille du coup au CNRS, je fais des tests sur des batteries, mais des fois je porte des batteries de 1-2 kilos, des trucs comme ça, oui, ça m'est déjà tombé, ça m'est déjà arrivé de tomber avec, totalement, mais ça fait partie du jeu, on va dire. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui arrivent. Après, moi, j'ai toujours été assez mobile, je travaille à un étage, donc j'ai pas eu besoin d'ascenseur pour y aller, donc ça c'est une chance. Euh, c'est juste que quand je vais au labo, ben, je marche plus lentement. Quand je vais manger avec les collègues, je marche plus lentement. Bah oui, j'ai une canne pour marcher, ça c'est clair, mais je préfère le dire et comme ça au moins c'est clair et net. Ça c'est un peu ce qui se voit. C'est un peu ce que vous allez sûrement voir si vous prenez un apprenti, c'est les choses qu'il va falloir peut-être gérer, s'adapter, de marcher un peu plus lentement ben, quand on va au labo, des choses comme ça. Et ça c'est hyper simple. Les choses qui se voient pas et que moi je gère et que franchement même mon tuteur il le sait sûrement pas, c'est que enfin maintenant il le sait mais parce qu'on a beaucoup parlé et qui est très ouvert là-dessus, c'est que moi quand on dit qu'on a une paraplégie on s'en doute pas mais il y a des problèmes périnéaux, donc c'est-à-dire moi j'ai de la chance, j'ai pas de fuite urinaire, mais par contre je dois faire des sondages urinaires intermittents à chaque fois. Ça c'est quelque chose on ne s'imagine pas ça, mais Hmm. ça veut dire qu'il faut toujours avoir des sondes urinaires sur soi. C'est-à-dire que quand vous allez aux toilettes, vous mettez plus de temps, un peu plus de temps, hein, pas beaucoup, mais un peu plus de temps. Ça veut dire sujet à beaucoup de désinfections, des choses comme ça. Et en fait, c'est juste
je vous le dis juste pour avoir conscience qu'un apprenti, si en situation de handicap, il y a des trucs en plus à gérer et qui gère lui et vous en fera jamais part. Mais en fait, ce sera une petite charge en plus pour lui. Mais ça Mm. n'empêche en rien sa capacité à faire son travail. Voilà, c'est juste qu'il faut savoir que lui, il gère plein de petits trucs en plus, en fait. On n'a pas l'impression. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire parce que, voilà, je Bah, préfère le souligner. je te remercie Thomas pour ton témoignage parce que oui, l'idée aussi là de ce webinaire, c'est d'avoir un témoignage un peu aussi sans filtre et de montrer un petit peu bah, voilà, la réalité vraiment de ce que être alternant en situation de handicap. Et donc je te remercie beaucoup pour la sincérité de tes propos. Et justement, j'avais une question par rapport au travail. Est-ce que donc, tu disais que au bureau, donc tu te déplaces aussi parfois avec une canne, c'est ça? Est-ce que euh, ça a changé? Est-ce que enfin, le regard sur le handicap a changé au niveau de tes collègues? Comment ça se passe en fait au quotidien? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que eux, ils échangent avec toi sur le sujet? Comment c'est? Alors, au début, euh, au début, on n'osait pas forcément m'en parler parce qu'on ne sait jamais comment une personne réagit à ça. Et moi, je suis totalement d'accord. Et moi, je suis beaucoup dans le monde du handicap maintenant. Je fais du para-hockey sur glace, donc avec des paraplégiques, avec des amputés, avec d'autres personnes. J'ai beaucoup de relations avec des amputés. Jamais je peux en parler directement et aller en frontal avec les gens. Et pourtant, je suis très comme ça, en fait. Je dis totalement les choses et moi, je m'en fiche de parler de mon handicap et de parler des trucs les plus intimes. Je m'en fiche totalement. Là, il y a 40 personnes, je peux parler de comment je vais aux toilettes, il n'y a aucun souci. Mais par contre, avec les gens ne sont pas toujours comme ça. Donc en fait, et ça, tout le monde en a conscience et c'est normal. Donc forcément, les gens en face de moi, ils sont pas venus en frontal et me dire ah t'as ça, t'as ça, t'as ça, ça se passe comment? Ça a été fait petit à petit, mais c'est aussi moi aussi qui l'ai amené en expliquant si là j'ai besoin, pourquoi je travaille un peu debout et pourquoi je me mets debout là, pourquoi je fais des étirements. Et puis c'est au fur et à mesure que ça s'en parle parce que je suis dans un open space, on se voit tous, voilà. Moi j'ai pas de mal à en parler et quand on apprend à se connaître, forcément ça en parle. C'est totalement normal. Mais est-ce que ça les a ouverts au handicap? Oui, je pense que ça leur a fait voir. Je pense on n'a pas cette image du handicap. C'est vrai qu'on voit beaucoup les gens en fauteuil roulant, comme vous disiez tout à l'heure, c'est beaucoup ça. Et voilà, donc moi c'est un peu différent. Ok. Après, je pense que ça surprend beaucoup. Moi, je sais que j'ai pu faire, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je suis retourné au bataillon des marins-pompiers, mais cette fois-ci en représentant un peu du versant scientifique, parce que je suis allé pour le CNRS. Avec des chercheurs de la Timone et en fait c'était assez drôle parce que j'ai vu complètement un autre regard. Là, j'ai été reçu sur des personnes qui sont très bien physiquement, qui sont très sportives et tout, qui ne me connaissent pas forcément dans ce centre d'entraînement des marins-pompiers, pourtant j'en faisais partie. Et ben, j'ai pas été reçu super amicalement, on va dire. C'était un peu une mise de côté, donc ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre parce qu'on a toujours ce truc de dire ah c'est un handicapé, on va le laisser de côté. Ah lui de toute façon il va pas faire grand-chose. Ah lui voilà, ça va être peut-être des images comme ça qu'on va recevoir. Mais après, au final, quand les gens parlent et qu'ils voient que derrière, bah oui, c'est que physique, et puis derrière, je fais très bien mon boulot et je sais en parler et que j'étais marin pompier et tout, et ben le regard, il change complètement du tout au tout. Mais vraiment, Ok. voilà. Bah, c'est intéressant ce que tu dis. Je me posais la question par rapport à tes aménagements, parce que là, tu parlais de l'accueil, de comment les personnes te perçoivent, enfin les salariés. Par rapport à tes aménagements, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de manière sans filtre, hein, vraiment nous dire ce qu'il en est, comment c'est, enfin, qu'est-ce qui a été mis en place et s'il y a des choses encore à mettre à jour. Et du coup, Vincent, si tu veux compléter aussi. Voilà. Alors, aménagement, il y a eu plusieurs choses.
Déjà, dès quand je suis arrivé, c'était clair et net que je voulais poursuivre ma rééducation. Donc, ça a été déjà de parler avec mon tuteur qui a été complètement compréhensif, de pouvoir me laisser partir à 15 heures ou à 16 heures de temps en temps pour que je suive ma rééducation. Donc, ça, c'est un aménagement un peu tacite. Ça a été une communication avec mon tuteur. C'est pas un aménagement fait par Vincent Cario, par la GFIP ou voilà, par un organisme. Pas du tout. Ça a été vraiment une communication et je pense que ça, c'est important de l'avoir. Après, du coup, ça veut dire aussi que je venais plus tôt le matin aussi, hein. Je faisais quand même des beaux horaires, hein. Ça veut pas dire que j'en faisais moins. Et après, en adaptation poste de travail. Donc moi, c'est encore en cours parce que enfin, j'ai pris le temps de le faire parce que j'ai pas beaucoup besoin d'aménagement de poste de travail, mais ça va être un bureau hauteur variable du coup qui va être mis en place. Ça va être aussi une chaise un peu plus confort, adaptée pour les lombaires parce que je peux avoir des rigidités au niveau du dos, des choses comme ça. Ça va être aussi, moi je sais que je travaille avec des batteries, on fait des feux de batterie, des choses comme ça. Ben, on va avoir besoin de chaussures de sécurité. Moi, je ne peux pas marcher avec des chaussures de sécurité hyper lourdes qui ont des semelles hyper rigides. C'est pas possible. Franchement, je marche, mais c'est lourd aux pieds. Donc, en fait, ça va être de trouver des chaussures avec des semelles assez souples, mais quand même de sécurité. Voilà, ça va être toute cette communication-là qui a été faite avec Cap Emploi, du coup, Cap Emploi 13. Donc, il m'a accompagné là-dessus et avoir les bons fournisseurs qui vont venir directement au laboratoire voir ce qu'il en est, des accessibilités aussi. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'ascenseur, mais il y a des escaliers. Potentiellement, il y a un jour ou deux, ben, j'ai besoin de prendre un fauteuil parce que là, mes jambes elles tiennent plus bien, quoi. Ça peut Hmm, arriver. Voilà. ok. Donc c'est assez évolutif aussi des aménagements, c'est-à-dire que est-ce que tu te sens libre aussi de communiquer sur tes besoins? Là, tu parlais du fauteuil, mais par exemple, tu disais que ton tuteur était assez compréhensif. Est-ce qu'au bureau, s'il y a il y a besoin d'adapter des aménagements, est-ce que tu te sens assez à l'aise d'en parler, Ouais, alors moi j'ai beaucoup tendance à pas demander d'aide. J'ai beaucoup tendance à quand je peux faire, je fais. Et je demande pas d'aide et je suis complètement autonome. Donc j'ai pas tendance à demander des choses. Après, c'est surtout mon tuteur qui vient et qui me dit bah, ton écran, non mais on va t'acheter un deuxième écran, on va t'acheter un troisième écran même, un truc mieux que ça, tout ça, parce que il faut que ce soit bien, mais comme une personne normale en fait. Et Hmm. après, par contre, sur l'adaptation de travail, oui, c'est le directeur Jean-Laurent directeur du CNRS, qui était très attentif à ça pour en fait avoir la place pour le bureau, la place pour se déplacer. Le bureau hauteur variable, il avait vraiment appuyé là-dessus aussi parce que enfin, il me voyait des fois me mettre debout, voilà, donc il savait très bien que c'était nécessaire. Ils ont été très attentifs à tout ça, sans pour autant en faire des tonnes et voilà, en étant juste compréhensif, c'est tout. Ok. Et est-ce que, là, du coup, je pense par rapport à donc là tu es en deuxième année d'alternance. Qu'est-ce que toi, tu retiens à ce stade de ton expérience en tant qu'alternant en situation de handicap? Et est-ce qu'il y a des choses qui seraient pour toi nécessaires d'améliorer, enfin, que tu aurais aimé que ça se passe autrement ou voilà, des messages à faire passer? Hum, Moi, je me suis confronté à un sujet qui était un peu particulier, c'était que bah, moi, c'était tout de suite après mon handicap, on va dire, que j'ai voulu reprendre l'alternance. Et en fait, l'alternance, un diplôme se valide avec un certain nombre d'heures. Et en fait, il faut valider toutes ces heures. Donc moi, il fallait que je coordonne ma rééducation, qui prenait quand même pas mal de temps, parce qu'il n'y a pas que le moteur, il y a aussi le périnéal, et il y a plein d'autres rendez-vous on ne s'en doute pas, mais il y a plein d'autres rendez-vous à faire. Et en fait, il fallait que je sois un peu absent, du coup je mettais tout en fin de journée pour pouvoir partir un peu plus tôt et venir plus tôt aussi, mais je ne pouvais pas faire que de la rééducation et avoir un mi-temps. Quand on est en alternance, c'est pas possible d'avoir un mi-temps sans prolonger son contrat de 6 mois, un an, voilà. Donc
Donc pour tout allier, c'est assez compliqué, mais je pense que quand il y a l'envie, on peut franchement le faire. Moi, l'année dernière, ça a été très sport. Très, très sport. Maintenant, je ne fais plus la rééducation de motricité. Je me suis basé sur le périnéal maintenant parce qu'il y a des axes à prendre et on choisit ces axes qu'on veut prendre en rééducation, hein. C'est comme une entreprise, quand on la développe, on choisit les axes qu'on veut prendre, mais c'est la même chose. Et en fait, l'année dernière, ça a été très sport et pour autant, j'ai vraiment énormément avancé sur mes projets dans l'entreprise. Et du coup, je pense que ce que je retiens, c'est que si on est vraiment motivé, on peut faire front sur plusieurs aspects, en fait. Je pense pas que ce soit le handicap qui fasse réduire la capacité de travail. Franchement pas. Et franchement, je me suis fait la réflexion, moi aussi, en y allant. Je me suis vraiment fait la réflexion, ah ben, je pourrais peut-être pas faire ça, je serais peut-être moins efficace qu'un autre, ou un truc comme ça. Et c'est totalement normal, et je pense humain de se le dire. Mais au final, bah, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Bah, écoute, merci beaucoup, parce que c'est assez, motivant, enfin ton témoignage est assez, motivant et positif. Est-ce que tu aurais un message justement un peu d'encouragement à donner à celles et ceux qui n'osent pas se lancer dans l'alternance et ouais, qui se disent qu'ils se sentent pas capables ou pas, ou peur d'être stigmatisés? Est-ce que tu as un message, Ben, c'est, je pense que quand c'est sujet au handicap comme ça, la différence avec quelqu'un qui a pas de handicap, ça va être vraiment le regard sur le handicap. Ça va pas forcément être ce qu'elle pense être capable de faire, même si ça peut jouer quand même. Parce que ça, il s'y confrontera en dehors de l'alternance aussi, hein, totalement. Mais dans l'alternance, ça va être vraiment du coup une arrivée dans un monde du travail pour beaucoup, et ça va être le regard qu'on lui porte. Ça, c'est compliqué à gérer, clairement, le regard qu'on porte, parce que quelqu'un d'handicapé, quand ça se voit dans la rue, eh ben, c'est beaucoup de regards. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de regards. Et c'est forcément un peu difficile à vivre tous les jours, même si moi, je m'en fous du regard, hein. Franchement, je suis pas attentif là-dessus, mais même, c'est quand même pesant. Et du coup, se dire que, en plus d'avoir son travail qui est jugé, parce que tous les employés sont jugés sur leur travail, clairement, et c'est totalement normal. Eh ben on va être jugé en tant que personne et en tant qu'étudiant, on va refléter un aspect handicapé et ça va être dévalorisant un petit peu en fait. Et mmh. c'est juste que ces alternants en fait qui vont venir, faut vraiment qu'ils soient libres du coup d'en parler et qu'ils soient vraiment au clair avec eux-mêmes. Faut vraiment qu'ils soient déjà fiers d'être là, fiers de le faire et se dire que de toute façon, c'est pas quelqu'un d'autre qui fera mieux. Ça, largement Mmh. pas. OK. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Je vais peut-être laisser les questions parce qu'il est 12h54. Est-ce que vous avez Je des peux questions? rajouter quelque chose? Oui, vas-y Vincent. Non, non, simplement merci Thomas pour ces précisions. Je voulais juste apporter un élément, effectivement, les aspects d'horaire adapté, etc. Oui, ça fait partie quand même d'une forme de compensation du handicap, hein, qui fait partie d'une préconisation médicale. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ben voilà, c'est inscrit et là, l'employeur enfin, est obligé de mettre en place quoi qu'il se passe par rapport à ça. Donc voilà, les aspects d'horaire de travail, d'organisation, c'est aussi une forme à un moment donné de compensation du handicap. Et donc ça fait aussi partie des missions et ça fait partie aussi de l'adaptation finalement du poste de travail. Ouais. Et puis, le dernier élément, effectivement, c'est vrai que Thomas l'évoquait, on a eu, donc il a été recruté en janvier de l'année dernière. Voilà le temps, effectivement, que tous les éléments administratifs, il a évoqué, se mettent en place, parce qu'effectivement, il y a quand même des lenteurs au niveau des administrations, notamment de la MDPH, le temps d'avoir l'ensemble des documents, de pouvoir contractualiser, etc. Voilà, nous, on a mis en place voilà, une réunion dans les premiers mois. Et puis voilà, l'idée, c'est aussi ça, c'est le rôle d'un correspondant handicap, c'est de présenter effectivement toute offre de service, comme l'a fait Philippe tout à l'heure, effectivement, qui ait une connaissance de toutes les aides possibles, quel que soit le type d'aide, et qu'après, effectivement, en fonction des situations, en toute autonomie, l'alternant, en lien avec son maître d'apprentissage, puisse nous contacter pour venir piocher dans ce catalogue d'aide. Voilà, mais effectivement, ne rien déposer et surtout laisser le retour
aux apprentis pour revenir vers nous si besoin d'aide. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer. Ok, merci beaucoup Vincent. Philippe, j'avais une petite question. Est-ce que, parce que tout à l'heure Thomas parlait du regard, faire évoluer le regard sur le handicap. Philippe, il me semble qu'il y a des outils qu'on peut utiliser au travail sur des jeux, des animations qu'on peut utiliser. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le regard sur le handicap, les stéréotypes, les idées reçues, c'est vraiment la première chose sur laquelle il faut aller dans les collectifs, dans les organisations de travail, dans les organisations de formation. C'est ce qui fera la différence hein, à un moment donné. L'AGFIP propose de nombreux outils de sensibilisation, notamment aux entreprises. Hein. On a des jeux, évidemment. Il faut passer par ce qu'on appelle la ludopédagogie maintenant. On a des jeux en ligne pour les entreprises où il y a des challenges justement pour faire tomber ces idées reçues. C'est vraiment la première marche pour permettre aux personnes en situation de handicap de tout simplement travailler dans une organisation comme n'importe qui. On a tous nos limites, on a tous nos capacités, on a tous nos compétences, on a tous nos forces. Et effectivement, la première chose, c'est de ne pas focaliser sur une situation de handicap. Voilà, donc sur le site de la GFIP, effectivement, et c'est le but aussi de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est de dire aux employeurs, allez chercher des outils. On a des outils de sensibilisation, des thématiques chaque mois qui sont proposées aux employeurs pour les mettre sur leurs intranets et pour laisser chaque salarié librement hein, d'aller consulter ou pas tel ou tel sujet pour se familiariser avec la question du handicap. Merci beaucoup Philippe. J'ai une question de Sylvie qui dit, Thomas, à ton avis, comment peut-on lever les craintes des employeurs concernant l'embauche des apprentis en situation de handicap? En fait, la question, elle est un peu surprenante, mais en fait, je pense qu'on ne pourra pas lever les craintes parce qu'on craint toujours ce qui est différent. Donc, que ce soit le handicap, que ce soit autre chose, on n'a jamais trop envie de changer parce qu'on craint toujours ce qui est différent. C'est juste qu'il faut avoir la capacité d'oser. Mais je pense que comme vous allez faire un entretien d'embauche avec une personne, on va dire normale, entre guillemets, si on peut dire ça, sans handicap, eh ben, vous allez lui poser des questions sur comment il ferait son boulot, sur comment il ferait ça, comment il ferait ça. C'est pareil avec le handicap. Si vous le présente, son handicap, s'il vous le présente, vous pouvez lui poser les questions. Est-ce que tu es capable de faire ce boulot? Est-ce que tu te sens capable de faire ça? Est-ce que ce serait OK pour toi? Quelles difficultés tu rencontres? Et en fait, en ouvrant des questions comme ça, on s'ouvre à la personne et c'est là que la personne va clairement dire ce qu'elle est capable ou non de faire. Pour moi, si elle est au clair avec elle-même. Voilà. Je pense que c'est pas parce qu'une personne est handicapée qu'on doit obligatoirement la prendre dans l'entreprise. Voilà, il faut la prendre comme une personne lambda. Et Compétente. après, oui, sa situation de handicap, faut en fait qu'elle sache en parler et faut que vous sachiez aussi la prendre en compte et voir en quoi son handicap pourrait être gênant ou pas gênant du tout. Parce qu'il y a plein, plein, plein de handicaps qui sont aucunement gênants dans une situation de travail. Hmm. Et est-ce que, par exemple, tu recommanderais de mettre ton RQTH ou ton handicap sur ton CV, par exemple, enfin sur un CV, ou qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai eu beaucoup cette conversation avec plein de personnes en situation de handicap, c'est assez drôle. Mhm. J'ai eu beaucoup cette conversation. Moi, je suis pour le mettre parce que ça peut apporter des choses, ça apporte du bénéfice et que de toute façon, la personne, elle va le voir. Et qu'en plus, des fois, les entreprises, souvent les grands groupes, ils ont des financements spéciaux pour le handicap et tout ça. Donc, le recrutement ne va pas se faire par la même branche, quelque chose comme ça, qui va peut-être avantager l'employé, enfin, celui qui postule. Euh, mais je sais qu'il y en a plein qui disent l'inverse, qu'ils ne veulent pas en Hmm. fait l'exposer parce que déjà ça se voit pas forcément et qui disent ça n'influera pas du tout mon travail et je vais être pris comme une personne lambda si on peut dire ça. Et ça je comprends totalement la Ce qui est réponse audible aussi, aussi. ouais. Je pense que c'est vraiment chaque personne qui fait son Hmm. choix aussi. Mais moi je déteste prendre, je suis très très honnête
pour moi, je suis très honnête avec les autres. Donc en fait, si je présente mon CV, je présente ma situation et je me présente moi. Il y en a beaucoup qui vont pas présenter leur situation handicap et ils ont totalement le droit, hein, clairement, ça n'influe en rien sur leur boulot. Mais après, dès qu'ils vont être employés, ils vont l'exposer. Bon, moi, je suis pas trop pour ça. Moi, c'est pas mon avis. Mais je crois que c'est personnel cette réponse, hein. Ouais, bien Si sûr, je mais c'est pour ça peux, que j'avais regardé Anna, mon avis. Oui, juste si je peux donner une anecdote, hein, oui. quand on va faire des sensibilisations au sein des entreprises, notamment à travers des jeux, hein, par exemple, avec des collectifs de travail, souvent au début, il y a des salariés qui viennent nous voir, qui nous disent vous savez, moi j'ai une RQTH, mais je ne l'ai jamais dit à mon employeur parce que je ne lui fais pas confiance. Et j'ai peur d'être freiné dans ma progression, d'être freiné au quotidien. Et quand on fait la sensibilisation, il y a des services RH, des managers, des chefs de service, en fait, qui sont hyper impliqués sur la question du handicap. Et ça, les salariés le découvrent. Et à la fin des sensibilisations, il y a des salariés qui vont voir leur RH en disant, bon, ben, tu sais, en fait, je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai une RQTH. Voilà, donc l'enjeu, je dis ça parce que l'enjeu, c'est vraiment pour les employeurs, pour les entreprises, pour les managers, d'afficher, de dire qu'il n'y a aucun problème sur la question du handicap et qu'ils reconnaissent leurs collègues, leurs collaborateurs, leurs salariés pour leurs compétences et uniquement pour leurs compétences. Voilà, et ça, souvent, il suffit d'en discuter, de le dire. Ça passe par une affiche, ça passe par une petite action en interne sur le sujet du handicap pour mettre à l'aise tout le monde sur sa propre situation et sur la confiance qu'il peut avoir pour parler de son handicap. Ouais, complètement. Bah, merci beaucoup, Philippe, pour ton témoignage. Je vois qu'il est Si je peux me 13h03. permettre juste Oui, d'apporter quelque chose, oui, effectivement, cette notion de reconnaissance handicap, effectivement, ça permet, notamment dans la fonction publique, puisqu'effectivement, on a la possibilité de faire du recrutement un peu discriminant. En tout cas, on a des filières de recrutement spécifiques pour les personnes handicapées. Donc, ça permet de construire des parcours professionnels. Là, effectivement, on évoque l'apprentissage, mais effectivement, il y a quelques jours, on a eu une discussion avec son directeur de thèse pour la suite. Et donc, effectivement, la suite se discute aussi avec l'ensemble des tutelles, puisque Thomas l'a dit, donc il est dans une unité mixte de recherche, donc il y a le CNRS, AMU, etc. Et donc, au travers des missions handicap, on essaye de trouver des solutions pour pérenniser. Et le fait de reconnaître, de déclarer sa situation de handicap peut ouvrir des portes. Alors, j'évoquais les contrats doctoraux handicap, par exemple, qui sont des contrats ministériels. Et donc, du coup, voilà, ça va permettre à Thomas, s'il le souhaite, d'aller dans cette direction et de commencer à construire une vraie carrière professionnelle. Voilà, donc le dire aussi, ça permet effectivement d'ouvrir aussi des possibles pour les personnes en situation de handicap. Bah, merci beaucoup, Vincent. Bah, du coup, là, on a un tout petit peu dépassé, donc je pense qu'il est temps de clore. Bah, merci beaucoup, Thomas, pour ton témoignage bah, très sincère. Ça fait du bien d'avoir des témoignages comme ça et j'espère que ça va encourager les personnes qui bah, n'osent pas forcément se lancer. Et en tout cas, merci beaucoup pour ton franc-parler, ça fait du bien. Merci Merci à beaucoup. vous. Bah, merci à toi. Merci beaucoup, Philippe et Vincent, bah, pour vos témoignages et bah, toutes vos bons tuyaux sur les aides et bah, comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, l'accompagnement handicap, côté privé et côté public. Merci beaucoup à Johanna qui est dans l'ombre mais qui gère toute la partie technique, la communication. Donc, merci beaucoup, Johanna. Et bah, si c'est OK pour tout le monde, s'il n'y a pas de questions, bah, je vais vous laisser aller déjeuner. Merci beaucoup et puis à bientôt. Et bonne semaine européenne pour l'emploi des Oui, personnes handicapées. Profitez oui, Merci des Thomas. manifestations qui sont offertes. ouais. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. Bonne Merci à semaine. tous. Au Merci. revoir.